Bah écoute, ça du coup c'était pour la partie donc vraiment la séance type force. Maintenant la même chose mais version séance volume. Et du coup Ouais, j'imagine tu vas passer peut-être un peu moins de temps sur l'échauffement et comment tu structures un peu plus ta séance de volume. Je prends des notes. ouais, ouais. Pour le volume, alors pour le volume, je pense que ça peut être beaucoup plus varié, on va dire, parce qu'il y a plein de manières de faire du volume différentes, tu vois. Selon si t'es orienté plutôt bloc, selon si t'es orienté plutôt diff, tu vas faire ton volume pas forcément de la même manière. Moi, ce que j'aime, niveau échauffement, déjà, je fais quand même à peu près la même chose. Parce que je veux vraiment pas éviter, je veux éviter les blessures, donc je m'échauffe quand même le plus, euh, le plus profondément possible, on va dire, avant de grimper. Et ensuite, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les séances de double. Donc, je fais deux blocs différents d'affilée, quoi. J'enchaîne deux blocs, justement pour me rapprocher un peu de cette idée de pouvoir enchaîner entre 10 et je sais pas, 18 mouvements assez efficacement, quoi. Donc, plutôt en petite endurance de force, quoi. Euh, je trouve que l'endurance, voilà, le format des doubles se prête bien au bloc, au bloqueur en tout cas. Et ensuite, du coup, à quoi ça va ressembler? En général, déjà dans la planification du cycle, ce que j'aime bien faire, c'est un peu un truc pyramidal, c'est-à-dire que je vais démarrer sur ma première séance de cycle avec une intensité vraiment assez basse. Enfin, en tout cas, il faut que je puisse flasher tous les blocs que je vais essayer dans la séance, ou presque, quoi, à ce niveau-là à peu près. Puis au fur et à mesure, plus je monte dans les séances, plus je monte un peu l'intensité. En fait, avant que la fatigue, je garde le même volume, mais avant que ma fatigue elle commence à s'accumuler, je monte un petit peu l'intensité. Donc, je sais pas, par exemple, au début, je vais commencer sur des blocs 7C, je suis censé tous les faire à la séance. Et ensuite, au bout de 6 séances, bah, je serai peut-être plutôt dans le 8A, tu vois, où ça sera mix 7C, 8A, pour pouvoir avoir une intensité plus élevée. Et là, quand je sens que ma fatigue elle commence à s'accumuler et que j'arrive plus forcément à être aussi bon dans les blocs, en tout cas à pouvoir faire autant d'intensité, là je vais rebaisser à nouveau l'intensité, donc redescendre vers le 7C, voire finir dans le 7B+, quoi. Ça, c'est sur le gros du cycle, on va dire. Et parce que je veux vraiment, l'objectif quand je fais du volume, c'est de me détruire, quoi. C'est d'accumuler de la fatigue. Évidemment, en écoutant mon corps, hein. Moi, je connais bien mon corps, donc je peux aller assez loin, je peux faire des très grosses séances. Mais, mais l'objectif, c'est quand même d'accumuler la fatigue, pas trop pour pas créer d'inflammation. Évidemment, moins t'es habitué à l'entraînement, moins il faut aller loin dans la fatigue physique. Mais, mais le but, voilà, c'est quand même de faire, on va dire, de l'hypertrophie des tissus conjonctifs, enfin, je sais pas comment on dit, ouais, renforcement de tissus conjonctifs, Ouais, ça s'hypertrophie hypertrophie, aussi, hein. ouais, hypertrophie musculaire, et puis beaucoup de mouvements, quoi. Vraiment beaucoup de mouvements différents, etc. Et donc, concrètement, dans une séance, moi, j'aime bien, tu vois, en force, je faisais entre 14 et 18 montées. En volume, je vais plutôt en faire une trentaine, quoi. 30, voire 40, quand je suis en basse intensité. Moi, ouais, je peux monter assez haut. Il y a des séances où j'ai déjà fait 38 A en faisant des doubles, tu vois. Ça fait des bonnes Et séances. ouais, ouais, mais par contre, c'est vraiment des séances très très grosses, quoi. Enfin, comme j'essaye quand même, Bah, t'es assez proche de en tout ton cas dans ces intensité séances-là, max en fait dans tes séances de volume au final. Parce que tu disais là en gros si on arrondit, hein, je fais plein d'arrondis dans le podcast, mais en gros ton niveau max c'est 8B si on fait un arrondi sur la kilter. ouais, Bah 8A ça reste quand même deux cotes en dessous de ton max, donc c'est quand même hyper intense tu vois en termes d'intensité perçue. C'est pas comme tu ouais, dis c'est pas le genre de bloc que tu vas flasher à 100%, ou enfin c'est ouais. ouais. Mais c'est hyper intéressant parce que déjà, il y a quand même un très gros écart entre 8A et 8B. En tout Oui. cas, dans les vraies cotations, parce que moi j'estime les vraies cotations, il y a vraiment un très gros écart. Donc c'est pas si surprenant d'une certaine manière. Et ensuite, en fait, quand tu commences à t'habituer à une manière de grimper, le corps il connaît bien. Tu vois, jamais je ferais en plein cycle de force, en plein milieu, je ferais 38 A, tu vois. Genre, c'est sûr que je grimperais trop mal, j'arriverais pas à faire les 38 A. Mais
en milieu de cycle de volume, je suis affûté en termes de qualité de grimpe et de, je sais pas, mémoire musculaire, etc. Ce qui fait que je peux monter assez haut en intensité, entre guillemets. Mais en même temps, je peux vraiment pas aller plus haut. Enfin, c'est assez drôle, hein, mais dans ces périodes-là, je peux faire 38A. Par contre, je suis incapable de faire des 8A+. Tu vois. Ouais. Ouais, comme Mon tu dis, corps n'est parce qu'il plus te manque ce forcé pour petit le faire. niveau de fraîcheur en plus pour recruter un peu plus que t'as pas, mais par contre, t'as une grosse endurance à un volume, à une intensité un peu moins élevée, quoi. Complètement. Mais ensuite, tu mets dans un bloc légèrement plus élevé et vraiment, je suis incapable de le faire, quoi. Ouais, ce qui montre aussi que c'est hyper polarisé l'entraînement, c'est pas ça, c'est un truc que je répète tout le temps, mais même à toutes les personnes que je coach et tout, qu'on peut pas être à son niveau max tout le temps, toute l'année et tout, enfin c'est juste pas possible. Et que Non. bah tu vois, si tu vois quelqu'un qui fait des 8A toute l'année, bah en fait c'est pas son niveau max 8A quoi, genre c'est peut-être quelqu'un qui fait des 8B, 8B+, et qui va grimper plein de 8A tout le temps parce que bah c'est quand même peu intense comparé à son niveau max. Et non, là, c'est hyper parlant et c'est trop cool d'avoir cette image-là. Et quand tu dis entre 30 à 40 montées, est-ce que tu te donnes des consignes précises comme par exemple, ok, je sais pas, je sélectionne à l'avance une dizaine de 7C et je mets 3 montées max par bloc? Ou est-ce que tu vas vraiment un peu au feeling ou quoi? Comment tu sélectionnes un peu les blocs, le nombre de montées par bloc, etc. Ouais. En général, ce que je veux, c'est vraiment faire de la gestuelle. Donc, c'est un essai ou 2 essais max, mais en général, c'est un essai par bloc. Moi, j'aime bien sélectionner les blocs parce que, ben, comme je disais, si tu grimpes sur la kilter, juste les blocs les plus répétés, ben, tu vas juste faire des dynamiques dans des croix de fer, des trucs comme ça, et ça m'intéresse pas. Donc je sélectionne quand même pour avoir une variété, donc contact, épaule, lolotte, talon, tout ce que tu veux, plat, pince, arqué. Ça aussi c'est hyper important. Dans les grosses séances de volume, pareil, j'équilibre bien les préhensions, mais plus j'avance dans la fatigue, moins je fais d'arc de full arqué, parce que je veux pas m'enflammer, je veux pas faire d'inflammation. Je vais vraiment dans les gros muscles, on va dire. À la fin, mes séances, je suis vraiment pump, mais je sens que j'ai vraiment travaillé musculairement, quoi. Tu vois. Mm. Donc avec des plats et des pinces, quoi, plus que des arqués. Euh, et donc voilà, ouais. Par exemple, ouais, voilà. Choisir, choisir 30 blocs et le double, j'aime beaucoup. Et je mets en mode, tu vois, par exemple, sur la Clitter, c'est pas mal. Tu peux faire une sorte de playlist. Tu te mets 30 blocs. Tu peux les mettre en mode aléatoire et puis t'enchaînes, quoi. Tu fais Ouais, je des savais pas qu'il doubles y avait un et tu mode fais un aléatoire repos. dans les listes. Ouais. Bah, en fait, il faut aller dans les filtres, sélectionner la liste et tu peux mettre en mode, tu sais, best, random, machin, quoi. Attends, C'est une petite manip à connaître. je vais essayer d'aller voir dans l'appli. J'en profite. Ouais. Mais ouais, non, moi aussi, je faisais les listes un peu. Et en vrai, ça peut être marrant de comparer un peu les différentes approches. Moi, sur la séance de volume, en général, ce que j'ai tendance à recommander, c'est entre 20 et 30 blocs. Ça dépend vraiment des personnes et tout, mais entre 20 et 30 blocs différents. Et de les faire en mode 2 à 3 minutes de repos entre les blocs ou entre les essais. Tu vois, par exemple, tu fais le bloc 1, 2 Ouais. minutes de repos, hop, le bloc 2, etc., etc. Ouais. Et après, en général, la difficulté des blocs, je les fais par tranche de 5, c'est-à-dire, tu vois, je vais faire par exemple 5 7A, 5 7A+, 5 7B, 5 7B+, et en vrai, je commence quand même assez bas, en termes de cotation comparé à un niveau max. Tu vois, pour quelqu'un qui fait 8A max, je peux lui conseiller de faire 7A, 7A+, 7B, etc., jusqu'à 7C quasiment, 7B+, 7C, donc 2 cotes en dessous du max, si on fait un arrondi. Et je trouve qu'il y a quand même un intérêt à faire du volume justement dans ces cotes-là. Et après, t'es pas obligé de les faire dans l'ordre, comme je suis en train de dire. Tu vois, t'es pas obligé de faire d'abord les 7A, après les 7A+, etc. Tu peux faire par exemple un 7A, un 7A+, un 7B, etc. pour t'échauffer, un peu en mode montée en gamme. Après, tu fais tous les blocs Mhm. durs, et après tu redescends, bah du coup, une fois que t'as fait tous les 7C, tu redescends à 7B+, etc. Et je trouve que c'est pas mal ce genre de schéma aussi. Enfin, ça se complète bien avec le tien, parce que au final, bah, un bloc qui est coté, je sais pas, 7A, si tu le fais en fin de séance, en dernier run de ta séance, bah, il va te paraître tellement dur que limite tu vas être daubé dans ce 7A là, tu vois, et t'as peu de risque de blessure, parce que bah, ta capacité tissulaire, elle est quand même assez élevée, et tu vas pas te faire mal dans Ouais. un 7A si t'es censé grimper 8A, quoi. Donc j'aime Ouais. bien un peu ce format aussi, un peu par bloc de 5, par cotation, tu vois, je trouve ça pas mal. Et après, ouais, comme tu Ouais. dis, pas forcément mettre que tout le temps les most repeats. Après, je pense au bout d'un moment, quand t'as fait quasiment tous les most repeats, tu te retrouves dans des trucs obscurs. Moi, je sais que c'est quand je grimpe à 50 degrés, j'ai fait quasiment
ouais, je vais pas dire tous les 7B, ce serait abusé, mais j'ai dû en faire, je sais pas, au moins 200. Et du coup, je me retrouve dans des 7B trop bizarres. Bah, je suis tombé sur des ouvertures à toi il y a pas longtemps. Et je me Ouais. dis, tu sais, des trucs avec genre 50 repeats ou des trucs comme ça. Et là, tu te dis, ouais, ok, tu forces quand même pas mal dans des 7B au final quand ton niveau c'est à peu près 8A. Et non, c'est hyper intéressant bah, de voir les parallèles, les différentes approches et tout ça. Et en vrai, Ouais. je vais revenir un peu plus sur le sommaire. Donc là, en vrai, on a fait vraiment le schéma type, volume, force. Franchement, c'est pas vraiment beaucoup d'informations. On a super bien récapitulé ça aussi. Et du coup, maintenant, on passe un peu plus à la partie programmation. Qu'est-ce que du Ouais. coup, t'en as tiré un peu de toute cette expérience de c'est quoi un peu le meilleur format pour progresser vraiment? Comment enchaîner les séances de semaine en semaine? Comment tu vas cycler? Là, tu me disais que tu faisais plutôt du volume loin de l'hiver et plutôt de la force en hiver par rapport aux saisons à Fontainebleau, mais pour quelqu'un qui aurait pas Ouais. forcément de saison, tu vois, ça peut être ça en fait. Vraiment toute la structure de la programmation globale, combien de séances par semaine, comment tu augmentes un peu l'intensité en fonction des semaines, les gros cycles, tu vois, c'est une grosse partie, mais je pense que c'est intéressant de parler de tout ça. Puis surtout, c'est très dépendant de chacun, des objectifs de chacun et surtout du niveau de chacun, tu vois. Mm. Comme je disais, pour moi, vraiment, quand plus tu es proche d'être débutant, entre guillemets, plus il faut faire du volume pour moi, tu vois. Donc faire vraiment des gros cycles de volume. Et plus t'es expérimenté, plus ça peut valoir le coup de mélanger les deux, quoi. Ouais. Et parce qu'en fait, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment hyper important de, comment dire, d'augmenter sa capacité de force. Ça, c'est vraiment un truc, je sais pas si on dit comme ça, tu vois, mais de, de préparer vraiment tes tissus à pouvoir créer plus de force et à pouvoir générer plus de force, et notamment les tissus conjonctifs à supporter plus de force. Et donc le volume, il est vraiment hyper important. Donc pour moi, c'est vraiment important qu'il y ait vraiment des grosses périodes de volume. Et notamment quand tu as des pics de progression. Parce que les deux manières, dans les deux périodes, on va dire, dans lesquelles on se blesse le plus, c'est soit par sursollicitation des tissus, tu vois, classique, tu fais trop et donc tes tissus sont trop fatigués et ils se blessent. Soit quand on a des pics de forme et que du coup on force trop et tes tissus sont pas forcément prêts à ta nouvelle capacité de force et donc en fait tu te blesses. Donc ça c'est aussi un truc hyper important. Moi quand j'ai des gros pics de forme, quand j'ai atteint un nouveau niveau, voilà, j'ai fait un nouveau bloc, c'est le plus dur que j'ai jamais fait. Et ben ensuite je redescends, je refais du volume pour pouvoir préparer mes tissus à cette nouvelle contrainte, tu vois, physique. Ça c'est un truc qui est hyper important pour pas se blesser. Et c'est hyper intéressant parce que je trouve vraiment, moi quand j'ai découvert avant, voilà, comme plein de gens, j'avais des gros plateaux, je plafonnais, etc. Et quand j'ai découvert qu'on pouvait faire comme ça des gros cycles de volume et ensuite des cycles de force, ça brise complètement les plateaux. C'est vraiment impressionnant. C'est-à-dire que tu plafonnes, je sais pas, depuis X mois, tu es un peu au même niveau, et ben tu te fais vraiment une grosse charge de volume, et puis ensuite tu remontes en force, et c'est hyper impressionnant à quel point c'est linéaire exponentiel, quoi. Après une grosse période de volume, tu as ton niveau qui fait que monter, 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 monter. Ça, c'est assez impressionnant. Donc c'est pour ça que j'aime bien ouais, les gros blocs de volume et plus des gros blocs de force tout en gardant du mouvement, quoi. Ça structure quand même pas mal mes mois, quoi, mes mois de grimpe. Et après, tu veux qu'on voit, niveau des semaines, des trucs comme ça? Ouais, par exemple, tu vois, si on prend le cas d'un cycle de volume, par exemple, là, t'as dit que tu cyclais, par exemple, à peu près sur un mois. Ça peut ressembler à quoi, comme tu disais, la semaine 1 d'un cycle de volume, comparé à la semaine 4, tu vois, en termes d'intensité, de durée, en fonction de la fatigue aussi au fil du cycle, tu vois, comment tu te dirais que là, c'est pas trop intense pour du volume, justement, et que t'es encore dans cette logique de progression et pas dans, comme tu disais, le junk volume ou la surfatigue, le surentraînement ou quoi, tu vois, enfin, elle est où selon toi la limite entre les deux? Imaginons, là, mon niveau max, c'est 7B, tu vois, sur la Kilter. Ouais. Et du coup, je me dis, bon, ok, je veux passer à 7C, je veux faire un cycle de volume. Et imaginons, là, je prends ton schéma où je me dis, ok, je fais, par exemple, 20 blocs en 7A, du coup, je fais 30 montées dans les 20 blocs, etc. Donc ça, c'est ma semaine 1. Qu'est-ce que je peux m'attendre en termes de fatigue, enfin, à quoi je peux m'attendre en termes de fatigue, de vitesse de progression, entre guillemets, au cours du cycle, sur, par exemple, la séance 7, 8, de volume, tu vois, là, si je reprends mon exemple, où mon niveau max c'est 7B, et en gros, je fais mon volume à peu près dans les 7A, tu vois.
Bah, comme je te disais un peu, moi j'aime bien ce truc un peu pyramidal, c'est-à-dire que en même temps que tu commences à accumuler un peu de fatigue, j'augmente l'intensité, mais j'augmente pas l'intensité quand je suis trop fatigué, tu vois. Donc j'augmente au début, je commence vraiment dans une basse intensité, je sais pas, 5-6, tu vois, d'intensité des blocs que tu fais. Et puis je monte progressivement vers 7-8. Et dès que je sens que c'est plus possible, voilà, j'arrive à ma séance et je n'arrive pas à faire mes blocs, à ce moment-là, c'est le signe qu'il faut redescendre l'intensité. Donc souvent vers la moitié du cycle ou un peu passé la moitié. Et là, je vais redescendre pour retourner en fait vers le 7A, quoi. Parce que tu vas accumuler à ce moment-là tellement de fatigue, en tout cas moi c'est ce que je fais à mon niveau, que tu es plus capable de forcer en fait. Déjà le cerveau il a un peu désappris à forcer, c'est-à-dire que comme tu as fait quasiment que du volume tout le temps, ton cerveau, ton système nerveux n'est plus capable de vraiment forcer. Et ensuite tu as tellement accumulé de fatigue que tes performances elles baissent quand même assez drastiquement, quoi. Ça répond à la question. C'est vrai que c'était un peu une question compliquée, mais c'était pour faire le lien un peu avec une étude de cas concrète sur quelqu'un qui pourrait grimper, tu vois, par exemple, 4 fois par semaine, dont une séance par semaine en extérieur, tu vois, et on considère que c'est pas quelqu'un qui a besoin, on va dire, d'attendre les conditions idéales pour aller en extérieur, tu vois, pour faire des projets max. C'est vraiment quelqu'un qui, voilà, limite va faire du volume en extérieur aussi, tu vois, va progresser vraiment linéairement en extérieur, faire un peu tous les 7A du secteur, tous les 7A+, etc. Pas forcément un seul projet extrême. Sur ces 4 séances là par semaine d'escalade, du coup, éventuellement le temps pour faire un peu de renfort en plus ou quoi, qu'est-ce que tu aurais tendance à conseiller à une personne qui est comme ça, qui veut progresser, tu vois, qui est dans cette configuration, qui peut aller grimper 1 fois par semaine en XT, qui peut aller s'entraîner 2-3 fois par semaine en plus à la salle? Qu'est-ce que tu aurais tendance à recommander en termes de structure et de conseils généraux, on va dire, tu vois? Ouais. Déjà, que tu aies des échéances ou pas, c'est hyper important de se fixer des objectifs moyen terme, d'un peu d'encadrer son entraînement pour que ça soit pas un objectif abstrait, mais qui ait du concret dans les mois qui viennent, tu vois. Et donc, au début de cette sorte de planification, je ferai quand même beaucoup de volume. Et puis, plus tu avances dans la planification, plus je baisserai. Donc, au début, je ferai vraiment premier mois que du volume, puis ensuite peut-être 2 tiers volume, un tiers force dans les moments où tu te sens frais, etc., jusqu'à un peu mélanger. Et il y a un truc que je trouve vraiment pas mal, que je fais depuis quelques temps là. C'est un peu appuyé c'est une méthode, je crois, d'entraînement des gens qui font du powerlifting. C'est le 1-5-3. Je sais pas si ça te parle. Je crois que oui, le 5-3-1, enfin, où en gros ils font genre Ouais, 5 séries de 5, après 3 séries de 3, enfin 5 séries de 1, enfin, il y a des trucs comme ça, ouais. en gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils cyclent sur leur semaine. Ils font une séance où ils vont focus sur les séries de 5, une séance où ils vont focus sur les séries de 3, et une séance où ils vont focus sur sur les séries de 1, donc à 90 de leur max, des trucs comme ça. Ce qui fait que dans ta semaine, tu vas avoir une variété entre très peu de volume, haute intensité, et assez haute intensité, assez haut volume, entre guillemets. Et donc, comment je fais ça? C'est que je sélectionne des blocs. Je fais un peu 3 catégories de 3 listes. Une liste qui fait aller entre 2 et 4 moves. Les blocs font entre 2 et 4 mouvements. Une liste où ils font entre 4 et 6-7 mouvements. Et une liste où ils font entre 7 et 12 mouvements, où je fais des doubles, des trucs comme ça, tu vois. Et donc, je vais faire un peu sans aller trop dans la fatigue, parce que il faut pas accumuler. C'est un peu des semaines génériques où tu veux faire de la fatigue, mais pas trop non plus. Mais ça permet de bien progresser dans ces périodes-là parce que tu mélanges un peu tout. Et donc, je vais faire une séance où je fais les blocs donc, qui sont plutôt 2 à 4 mouvements. Donc, c'est une intensité. La difficulté du bloc, elle repose sur peu de mouvements et donc c'est assez intense. Ensuite, je vais faire plutôt le truc orienté volume, donc des blocs plus longs. Donc, tu fais plus de gestuels. L'intensité, elle doit quand même être élevée, mais c'est l'intensité du bloc, pas l'intensité des mouvements, tu vois. C'est le bloc, il doit être assez difficile parce que tu cherches à travailler pendant ta séance. Et la séance 3, je vais redescendre sur des blocs qui font 5-6 mouvements, des blocs un peu classiques. Et ça, c'est hyper pour des séances qui englobent un peu tout, des semaines qui englobent tout, ça marche vachement bien, je trouve.
Ouais, ça pourrait s'appeler le DUP, tu sais, c'est Daily Undulating Periodization. Enfin voilà, c'est quand tu travailles un peu toutes les intensités dans la semaine. Après, ça Ouais, dépend vraiment des personnes et tout ça, mais en grimpe, ça pourrait carrément être périodisé, enfin ondulatoire, en forme de, tu vas faire un jour où tu vas grimper que en mode à ta force critique sur des bacs, tu vas faire des, je sais pas, des 6 A, l'auto en rouleur, tu vois, pendant 2 heures, et après l'extrême opposé où tu fais que des 2 à 4 moves sur la kilter, vraiment en mode hyper intense. Mais ça rejoint un peu cette logique-là, et je pense pas que ouais. ce soit hyper utile de faire enfin ça dépend des personnes, mais des séances hyper longues sur des trucs hyper faciles, que sur des bacs et tout. Pas trop de gros transferts directs, je pense. Après, peut-être dans certaines périodes, ça peut être intéressant. Mais Ouais, l'idée là, c'est toujours de rester sur, comme en tout cas enfin, pour du bloc, de rester sur force, endurance de force et force endurance, tu vois. L'idée, c'est de toujours rester, de pas aller trop loin dans la résie ou quoi. ouais, après, c'est vrai qu'on en a pas du tout parlé de la résie, mais t'en as parlé un peu indirectement quand tu parlais d'endurance de force, de faire des blocs un peu plus longs, d'une douzaine de moves, etc. Il y en a qui pourraient dire que déjà faire des blocs de 12 moves, c'est de la résie, et c'est pas de la force. Enfin, ça dépend tellement des définitions de chacun, Ouais, enfin bref, c'est pour ça on rentre pas trop dans les détails là dans ce podcast-là. Et du coup, bah en vrai, bah, pour le cas concret, c'est vraiment très concret parce que bah après, comme tu dis, faut adapter à la séance, faut adapter aussi au matériel, etc. Et je pense que c'est le bon moment aussi pour faire la transition avec le côté un peu mental. Euh, Tu voulais parler aussi bah, de l'importance du mental dans tout ça, l'esprit un peu global, tes réflexions là-dessus, etc. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu plus globalement sur le mental, sur le fait de, je sais pas, rester motivé, discipliné, etc. Enfin, à quel point c'est important dans la pratique. ouais. Ouais, le mental, c'est vraiment hyper important. C'est un truc que j'ai découvert assez tard, dans le sens où moi, j'ai jamais eu vraiment de problème de mental, dans le sens où, dans mon enfance, j'ai été très narcissisé, on va dire. Et donc, j'ai toujours eu une grande confiance en moi d'une certaine manière. Donc, quand je vois un bloc, je me dis jamais, je peux pas le faire. Je suis toujours surmotivé, obsessionnel très souvent. Et j'ai toujours confiance que je vais faire le bloc. Mais quand j'ai commencé à rencontrer des gens qui, bah, ils voient un bloc, ils se disent, ah, mais je vais pas y arriver. Et puis, ils essayent le bloc, tu vois. Et c'est là que tu vois que le mental joue. Tu vois que les gens, ils donnent peu d'intensité, ils y vont à tâtons, etc. Donc ça, c'est des traces de mental, c'est des zones où le mental il est hyper important. Mais du coup, je dirais que déjà la base numéro un, c'est plaisir, motivation. Ça, c'est déjà l'escalade. Pour progresser en escalade, il faut être régulier et ça se fait sur le long terme. Hein, c'est pas un truc court terme. Et donc déjà réussir, être capable d'entretenir sa motivation et de toujours revenir au plaisir quand il commence à disparaître dans certaines périodes, c'est hyper important. Donc c'est hyper important de trouver des marqueurs de plaisir. Ça peut être regarder des vidéos d'escalade qui te remotivent, te souvenir pourquoi tu grimpes, n'importe. Mais en tout cas, entretenir la motivation et le plaisir, c'est essentiel. C'est vraiment la base de tout. Et ensuite, il y a des. Je pense que le mental, c'est vraiment essentiel et je pense que c'est un des aspects qu'on a le moins exploré dans le sport de manière générale et l'escalade, je pense. On commence à être quand même assez, bah, je sais pas à quoi ressemblera le futur, mais on est quand même assez calé physiquement sur comment le corps fonctionne, etc. Donc, niveau entraînement physique, on a des schémas qu'on connaît bien et qui semblent fonctionner bien, tu vois. Niveau mental, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à expérimenter et, et qui sont très différentes selon les personnes. Euh, Tu vois, il y a deux grimpeurs pour moi qui me viennent en tête et qui ont parlé de mental, c'est Adam Ondra et Amish MacArthur récemment. Et Adam, il parle beaucoup de visualisation, tu vois, il parle vraiment il arrive à produire de la fatigue musculaire en se projetant, tu vois. Il va tellement loin dans la projection de sa grimpe qu'il fabrique de la fatigue musculaire, quoi. Et d'après lui, de la mémoire musculaire, tu vois, tellement il arrive à être intense et précis dans sa projection, tu vois. Ça, pour moi, c'est un aspect du mental. C'est un truc qui peut se travailler quand on va travailler des projets, etc., d'essayer de se projeter avec une précision telle, une intensité telle qu'on est presque en train de grimper. Amish, lui, est dans des trucs hyper intéressants, un peu d'abandon de soi, de, presque d'auto-hypnose, tu vois, de se dire, il n'y a pas de difficulté, je suis dans je fais corps avec le mouvement du rocher, je ne force pas,
Et c'est hyper intéressant quand tu fais des blocs durs un peu à gestuelle, qui enchaînent, c'est pas 7-8 mouvements assez intenses, d'essayer de penser au mouvement et d'embrasser. C'est assez, c'est un peu, tu vois, philosophique, c'est un peu des états mentaux particuliers, d'essayer vraiment d'abandonner sa condition un peu actuelle je suis fatigué, je tiens une prise, elle est difficile à tenir, et d'être un peu dans une sorte d'abandon du mouvement, d'abandon de la sensation, de flow, des choses comme ça, tu vois. Une sorte d'état d'auto-hypnose, d'état dans lesquels tu peux te mettre. Ça, c'est des aspects du mental qui sont hyper intéressants et hyper vastes à explorer, je pense. Euh, et après, il y a les trucs assez simples de, euh, de donc liés un peu à l'auto-hypnose, d'essayer de se projeter dans des états mentaux avant de grimper. Par exemple, je sais que tu vois, les compétiteurs, c'est très réputé. Et si tu regardes les meilleurs compétiteurs, surtout compétitrices, elles sont souvent en train de sourire, en train de kiffer. Elles arrivent à se mettre dans des états de plaisir pendant les compétitions, des états de détente, des états de flow, tu vois. Et ça, c'est des choses qu'elles essayent que les compétiteurs ils essaient de travailler parce qu'en compétition, c'est beaucoup du flow, trouver les bons mouvements, ne pas être rigide, ne pas être bloqué, etc. Et donc, le travail mental d'essayer de trouver des états mentaux qui te mettent dans des bonnes conditions pour grimper. Donc, ça peut être le flow, ça peut être l'énervement, ça peut être, tu vois, un truc d'adrénaline, de penser à des choses qui t'énervent, il y a plein de facteurs déclencheurs mentaux qui peuvent permettre de faire vraiment des perfs, d'être plus performant à des moments, quoi. Ça, c'est vraiment hyper intéressant et hyper intéressant à explorer, je pense. Ouais, et c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps aussi, essayer d'avoir des interviews avec des préparateurs mentaux ou quoi, de parler un peu de tout ça, parce que comme tu dis, c'est pas très démocratisé, encore moins dans des sports un peu niche comme l'escalade ou quoi. Et ouais, c'est hyper intéressant déjà juste de voir le fait, enfin moi si je le vois avec les suivis qu'on fait, tu vois, en coaching, juste le fait que la personne elle ait un objectif clair. Déjà, ça change Ouais, absolument toute la dynamique. Alors que tu pourrais mettre un copier-coller du même plan d'entraînement où la personne elle a pas cet objectif-là, bah elle progresserait pareil parce que concrètement elle ferait la même chose, tu vois. Mais bah en fait t'as pas l'intention qu'il y a derrière de mon objectif c'est ce petit truc là qui met un peu la flamme et qui entretient le truc. Donc ça c'est hyper parlant et je te rejoins à 100% là-dessus. Et ouais le mental c'est tellement peu exploré et tellement vaste. Enfin moi j'y connais pas grand-chose en soi. Et après moi je trouve par contre qu'il y a un truc qui est très vrai là-dedans, c'est que les compétiteurs ils sont forcés en fait de travailler là-dessus parce que c'est vraiment à un instant T qu'ils ont besoin d'être dans tel bah, mood ouais, ou attitude ou quoi. Et en extérieur, enfin en général quand tu grimpes pour toi c'est pas le cas, c'est-à-dire que si ça marche pas un jour J, tu reviens à J+2, bah voilà c'est le bloc il est toujours là, tu peux toujours faire ta perf, alors que en compète c'est maintenant tout de suite ou jamais quoi. Et ça du coup c'est pour ça aussi moi je pense que les compétiteurs sont meilleurs grimpeurs que ceux qui sont pas compétiteurs. Après voilà il y a toujours des exceptions ou quoi, mais je pense comme tu disais si tu analyses un peu les gens qui performent à top niveau, etc. Ça a forcément été à un moment donné de leur carrière des compétiteurs. Après, bah, à succès ou pas, ça dépend vraiment des cas. Mais et encore, qu'est-ce qu'on appelle succès? Tu vois, est-ce que faire un top 20 à une Coupe du Monde, c'est un succès? Enfin, pour 99,9% des gens, ce serait un succès. Au top niveau, on ouais, dirait bah non, P20 c'est un peu nul, quoi. ouais, Mais ouais, tout est relatif, mais ça t'oblige vraiment de faire des compètes, à te mettre vraiment dans cet état de je dois être à fond à un instant T, et comme tu dis, que ton niveau flash soit proche de ton niveau max, c'est un peu la même logique. Euh, ouais, et c'est pour ça qu'en général, quand j'ai des gens qui veulent vraiment progresser de manière globale et qui se disent, voilà, je veux être un peu polyvalent, progresser dans l'escalade en général, je conseille quand même de faire les petits contests ou des compètes régionales, départementales et tout, parce que bah, ça t'aide justement à te mettre dans ces états-là où tu aurais jamais été dans cet état-là si t'étais pas compétiteur. Et après, voilà, il y a des gens qui ont des contraintes qui peuvent pas le faire et tout, mais ça c'est un autre problème. Tu voulais rajouter d'autres choses sur le mental ou pas? ouais. Du coup, je vous conseille vraiment d'essayer pour n'importe votre exercice de suspension. Vous devez faire un peu une force max 4 secondes de suspension. Avant de faire vous faites une première série pour voir votre temps, une première répétition, et ensuite de se poser, d'essayer de se mettre dans un état de concentration, de visualiser la prise, d'essayer de se rappeler de sensations où la prise elle colle, la prise elle est hyper bonne, même si c'est un 14 mm, un 10 mm. Souvenez-vous les moments où la prise vous la pétez, tu vois. Euh, Pensez un peu à s'énerver à un truc qui te motiverait, j'en sais rien, un grimpeur que tu admires te regarde, tu vois, ça te galvanise.
Et après, essayez de faire votre suspension. Et en général, tu peux vraiment vite tu peux vraiment vite exploser tes perfs. C'est vraiment hyper impressionnant, quoi. Et en grimpe, c'est un peu pareil. Mon pote Antoine Maire, dont je parlais plus tôt, est un super exemple pour ça. Tu vois, moi, j'ai une petite peur de l'échec. Et donc, en général, quand je grimpe, j'y vais un peu à tâtons. C'est-à-dire que je vais mettre, je sais pas, 70% de mon intensité sur un dynamique, par exemple. Ok, j'arrive à peu près sur la prise, et je vais régler un peu mon intensité. Et ensuite, je vais faire le move une fois que j'ai confiance, tu vois. Comme Lui, il y beaucoup va de gens. direct. Et mon pote Antoine, mais il a jamais vu le move, il a pas de crash pad, il est dehors, il est à 4 mètres du sol, et il va 100% direct. Et c'est vraiment, et évidemment, ça marche dans énormément de cas, dans énormément de fois et tout, et il sort des trucs super durs, flash, comme ça, et c'est vraiment des facteurs de performance qui sont vraiment, vraiment hyper importants, tu vois. Et ça peut aussi être lié à ta condition. Je sais pas, tu vois, par exemple, je sais qu'en grimpe, il y a énormément de mecs. Par exemple, sur une board, il y a énormément de mecs. Et je vois ma copine, quand elle va grimper, elle a beau être forte ou quoi que ce soit, bah, elle est entourée de plein de mecs, donc direct, elle va se diminuer, tu vois. Elle va avoir moins confiance, elle va moins prendre ses ailes, alors qu'elle a tout à fait sa place ici. Elle mérite totalement de peut grimper, etc. Mais voilà, tout ça, on a plein de facteurs que ce soit des facteurs extérieurs, des facteurs de formatage sociétaux, plein de choses, notre personnalité, etc., qui nous formatent. Et donc, mentalement, on peut travailler, on peut avoir beaucoup de bras de levier mentaux liés à tout ça, quoi. Mais c'est hyper parlant. Et ça montre aussi que c'est multifactoriel, hein. La perf en escalade, c'est pas que le physique, ou c'est pas que la puissance, ou peu importe. C'est vraiment ce truc de un peu réussir à tout imbriquer. Et ouais, pour sortir le truc le plus dur possible, avoir un peu toutes les étoiles qui s'alignent au bon moment. Ça, je pense, ça fait vraiment kiffer quand ça arrive. Est-ce que tu Ouais. voulais rajouter d'autres choses, ou on passe un peu à la petite conclusion de l'épisode? Non, ben ouais, voilà, niveau mental, ça me semble bien. Énervez-vous avant de faire des suspensions si vous voulez doubler votre max. Et Ouais, ça va complètement. bien se passer. Complètement. Non, non, mais je te rejoins sur plein de trucs. Ok, bah en vrai, si ça te va, quelques petites questions rapides pour un peu conclure sur un truc un peu plus léger. Et après, bon, on fera un petit récap de l'épisode et des informations clés, etc. Ton bloc préféré en extérieur, et là, c'est vraiment pas forcément un bloc que toi, t'as déjà essayé ou déjà fait l'ascension ou peu importe. Vraiment, quand je te dis ton bloc préféré en extérieur, tu penses à quoi et pourquoi? Ouais. Euh, Moi, déjà, j'ai vraiment une obsession sur le panneau parfait. J'adore que ce soit une pierre lisse, inclinée à 40 degrés, 50 degrés, peu importe, avec genre 5 arquets dessus. Je trouve ça vraiment sublime quand tu tombes sur ce genre de truc. Donc, je dirais, je suis jamais allé le voir encore, mais ça me dit beaucoup d'aller essayer dans quelques années, peut-être. Forgotten Gem, je sais pas si tu vois. Je sais plus si c'est à Kironico, Ticino. En tout cas, c'est en version la Suisse. Et ça a l'air tellement beau. C'est Nikolai Ouznik qui a fait ça, non? Ou Alors le c'est... premier ascension, je sais pas, c'est un 8C. Et il vient de faire là le ASI qui est un 8C+. Ok. Ouais, mais c'est Et ça, il du a coup, failli c'est... flasher le 8C. Ouais. Ok, ouais, je crois que j'avais vu passer les vidéos et tout, donc je vois... Enfin, Ouais. c'est impressionnant. Le fait qu'il ait fait... Je crois qu'il l'a fait au deuxième essai, un truc comme ça. Il a fait le deuxième Ouais, essai, ouais, c'est dingue. c'est n'importe Ouais. quoi. Et à côté de Donc ça, tu ça vois me. des gens qui ont un projet depuis 5 ans, qui s'acharnent sur le même projet d'année en année et tout. Et le gars, il arrive, hop, de run, terminé. Le Ouais, niveau ouais. d'activation et de hype, il est présent. Ok, trop cool. Ah, ouais. Ensuite, ton bloc préféré sur la board. Donc là, je pense on parle vraiment de Kilter. Si t'as un bloc en tête, ou celui que t'as le plus tryhard, ou celui que t'as le plus aimé, ou voilà, vraiment un bloc où si tu devais montrer qu'un seul bloc sur la Kilter à quelqu'un, tu lui montrerais ce bloc-là, tu vois. Si t'en as un en tête, même si ça peut être dur comme question. Hyper dur comme question. J'aime bien, c'est un bloc que je bosse à 55, que j'ai pas fini à 50 parce que je le faisais en cycle de force. C'est le 8B de Will Bosey qui s'appelle Grandma Biscuit. C'est une base sur arqué avec une sorte de mouvement de gainage en épaule. Mais ouais, c'est une question assez difficile, ouais. Ouais, moi, je sais que un des blocs que j'avais essayé et que j'avais vraiment kiffé, et ça, pour le coup, c'était vraiment purement la gestuelle Kilter, là, c'était le How Long Is Your Spam, là, de Megos, le 8B aussi, là. Et Ouais, avec que des pinces ou t'es en ouais, full span. c'est ça, où t'es Ok, oui. complètement ouvert.
Et ça, c'est un truc vraiment marrant parce que j'avais fait tous les moves, je l'avais en 2 sections, machin et tout. Et après, j'avais eu une baisse de forme et plus jamais j'ai réussi à refaire les moves. Genre vraiment Ah impossible. putain, c'est chiant. Et Ouais, frustrant ça. après, bon, j'ai pas réessayé depuis longtemps, mais vraiment ce truc de j'étais en pic de forme, j'ai quasiment fait le bloc, et après, pic de non-forme, et impossible de bouger. Des fois, je réessaye dans des séances de juste refaire des moves séparément, genre je tiens plus les pinces et tout. Je suis là en mode, ok, bon, je suis devenu vieux. mais, euh, mais ouais, c'est vraiment un bloc où, ouais, pour le coup, gestuel kilter, tu mets que des grosses baffes sur des pinces. Ouais, ça pour moi, ce serait un peu le bloc parfait, tu vois, sur le papier. Vraiment cool aussi, même à voir, tu vois, grimper. Hein. Putain, Euh, je déteste être en max. Je déteste cette sensation de, tu sais, de max pan, là. ouais, où t'es écartelé un Un peu peu. de ramper, enfin de sauter, de se prendre des tirs gauche-droite full étendu. Sensation que j'aime pas. Mm. Ta séance préférée, en vrai, ta séance d'entraînement ou ta séance de grimpe, celle où vraiment tu pourrais la faire en boucle, ce serait plutôt la force, le volume ou une autre séance ou. Ouais, bah, j'ai envie de dire les deux, genre une séance de volume de double où tu fais 30 blocs dans la séance, c'est trop cool parce que t'enchaînes plein de blocs, c'est hyper agréable de grimper quoi. Et la séance de force où tu fais un bloc où tu fais pas un move entre guillemets quoi, et juste tu forces et tu progresses juste parce que tu tiens mieux la prise, t'as une sensation de progression, c'est aussi mes séances préférées ça. Je dirais les deux du coup, Ouais, moi ces deux séances là. je serais plus volume quand même. J'aime bien cette sensation Ouais, de tu réussis à bouger dans les blocs, tu vois, de pas juste se faire ouvrir dans toutes les positions et tout. Mais ouais. ouais, c'est cool de toute façon de varier les séances. Ok, trop bien. Et ton exercice de renfo préféré ou ton exercice de grimpe, tu vois, enfin un truc où tu te mets dans une situation précise pour faire une sorte d'exercice où tu te dis voilà ce truc-là, je Ouais. le fais souvent, j'aime bien le faire et c'est vraiment cool, ça m'aide à progresser quoi. Bah, deux choses. Bah, en dehors de la board, j'en fais très peu et donc je dirais les suspensions longues, lestées quoi. Parce que vraiment renforcer vos tissus conjonctifs quoi. Une fois que quand tu as des fléchisseurs forts et des tissus conjonctifs résistants, bah tu peux péter les arquets quoi. Mm. Donc les suspensions assez longues, genre 30 secondes en full arqué, bien lesté là, ça j'aime bien. Et sur la board, il y a un exo que je fais plus trop et que j'aimais vraiment beaucoup. C'est de prendre une prise d'épaule et un petit pied assez haut et de venir faire un blocage. Juste, tu gaines un pied et tu te mets en Avec une position épaule, ouais. blocage épaule. Voilà, comme si tu allais chercher loin une prise. Et, euh, et c'est vraiment hyper impressionnant à quel point ça travaille tout le corps. Genre, je pensais que ça me pèterait l'épaule. Et en fait, ça me pète les obliques, dorsales. C'est vraiment un bon exercice. Trop cool. Ça donne des idées aussi pour rafraîchir un peu l'entraînement. Mais ouais, les suspensions Ouais, longues, c'est un truc que je recommande à tout le monde. Après, en arc et pouce, ouais. ça dépend vraiment du type de personne, de l'objectif, etc. Mais là, les arcs et pouces, t'as tendance à les faire sur des prises de combien de millimètres à peu près? Sur des 14, sur des 10 Ouais, 14. Ouais, 14, c'est bien. En fait, surtout, je prends une prise qui ne mange pas ma peau, quoi. ouais, qui broutent pas. Ouais. Ouais, ouais. Et ton setup perso, qu'est-ce que j'ai appelé setup? C'est tes chaussons, ta magnésie, je sais pas, le ventilateur, enfin vraiment en gros tout ce que tu as besoin pour faire une bonne séance. C'est quoi un peu les non négociables, on va dire, en termes de matériel? Ouais, le ventilo, déjà. Je suis pas du genre à suer énormément. Je pense que j'ai une peau assez normale. Mais en fait, quand t'as goûté au ventilo, moi, je peux plus m'en passer. Genre, juste. Dans les salles, il fait chaud, il fait un peu lourd parce qu'il y a plein de gens. Donc, vraiment, le ventilo pour se rafraîchir, pour être bien, ça, c'est mon incontournable. Une brosse, brossez vos prises. Je vous en supplie, brossez Ouais, vos sur les boards. kilters surtout, c'est terrible. Oh là là, la nôtre, elle est infâme. Il y a des couches de magnésie liquide dessus. Enfin, vraiment, c'est infâme, quoi. Puis voilà, petite paire de chaussons classiques. Moi, je suis vraiment un Sportiva solution comp femme là. C'est vraiment mon classique. Je grimpe qu'avec ça. Et c'est hyper important d'avoir un peu des chaussons d'entraînement que tu peux un peu abîmer et d'avoir des chaussons pour talonner. Enfin, moi, c'est un truc que je découvre, que j'ai découvert avec l'XT et que je découvre en ce moment. C'est un truc que j'aime pas. Je trouve ça assez frustrant, mais à quel point les talons sont dépendants de ton chausson. Ouais, Si tu as un chausson qui peut bien rentrer dans la prise contre un chausson qui peut pas rentrer, si tu as un chausson qui est un peu trop large ou un chausson qui peut vraiment crocheter une prise, enfin tous ces trucs là, et donc c'est bien d'avoir
un chausson pour les mouvements de talon. Ouais. Ouais, je te rejoins là-dessus. Moi, j'avais fait un bloc où il y avait un talon gauche en exté là, où je le faisais avec les squamas. J'étais vaché, je mettais pas de force dans l'ischio. Mon pied il était dans la prise et j'étais vaché. Je les faisais en solution comp. Le pied impossible. Zip, 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 ça rentrait pas, tu vois. Juste parce que les squamas, t'as une sorte de bande. Je sais pas si tu vois, hein, il y a une sorte de bande un peu Non. la rugueuse et Ok. du coup la bande elle se calait pile au bon endroit sur la réglette que tu devais talonner. Et ouais, tu talonnais sans force. Et pareil, le ventilo, je te rejoins, il y avait un bloc que j'avais fait en XT. Je me souviens, c'était mon premier 7C+, et on y était retourné un autre été, etc. Oh bah, en plus, c'était l'été, donc il faisait vraiment chaud. Et le Ouais. ventilo sur le plat, mais vraiment un plat que tu devais baffer hyper loin, bah un peu max allonge là. Avec le ventilo, j'étais collé à la prise, je mettais quasiment pas de force dans la main, et j'étais là, Ouais, bah, ah c'est ouais, je peux ramener et tout. Et alors que sinon, ouais, t'es là, tu mets de la force pour compenser le fait que t'es en train de zipper, donc mais je pense que je vais m'y mettre là au ventilo là. J'avais pas encore craqué, mais là je vais investir. Ça c'est clair. Maintenant c'est bon, j'ai mes 3 crash pads. Bientôt j'ai le ventilo. Là c'est bon, les projets ils vont tomber. bah ouais, Euh, la peau, c'est un sacré facteur de frustration quand même à gérer et tout, que ce soit la sueur, la qualité de la peau, c'est vraiment. Et le ventilo, ça va être bien. Ouais. ouais. Et la magnésie, t'en as une préférée ou pas? Ou tu t'en fous un peu? Ou ça t'as testé différentes marques et tu vois pas trop la diff? Ou Ouais, ouais, bah, pour l'entraînement, comme je m'entraîne beaucoup, je veux pas une magnésie trop chère et donc forcément pas hyper qualitative. Enfin, entre grosses guillemets, moi, je crois que je sais plus, Black Diamond Gold, elle est pas si chère et elle est fine et vachement bien. Et sinon, quand je vais dehors, en général, je mets de la Friction Lab. J'aurais pu te dire laquelle, la bleue là. en fait, c'est la même, Euh, c'est juste ils la font en différentes tailles de magne. Genre ok, la bleue, c'est les gros cailloux, la rouge, c'est un intermédiaire, je crois, et la dorée, c'est juste en fine poudre, mais c'est la même magne en soi, tu vois, c'est juste qu'elle est broyée différemment. Mais ok. ouais, c'est bah, je sais plus comment elle s'appelle. Je crois que c'est la Super Dust ou un truc comme ça. Enfin bref, ouais, mais la C'est Friction possible. Labs quoi, en poudre. Ouais, je pense que c'est important pour le coup, c'est important de tester les magnésies, de trouver une magnésie qui est bien pour soi et pas trop cher pour l'entraînement parce que t'en mets tellement Ouais, que voilà. ouais, ça peut vite chiffrer si t'es pas sponsorisé, ça va Ah, vite. complètement. Ouais. Ok, bah écoute, c'était un peu tout pour les questions-réponses. Et bah en vrai, pour conclure le podcast, moi, si je fais vraiment un résumé là de tout ce qu'on a dit, si je reviens sur Ouais. le sommaire, etc., on a vu un peu voilà ton parcours, ta vision, etc. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de ton CV de grimpe, tu vois, dans le parcours. Je sais pas quelle cotation t'as déjà fait en extérieur, le nombre Ouais. d'ascents sur la board, ce genre de trucs. En vrai, ça peut être intéressant de conclure par ça, tu vois. Tu penses, t'as Ouais. fait combien de séances de board, t'as combien d'ascents sur certains trucs de cotation, des trucs comme ça, tu vois, ça peut être sympa pour qu'on recontextualise aussi. Ouais. Bah, je suis pas allé énormément dehors, du coup, j'ai un peu le syndrome, peut-être pas syndrome de l'imposteur, mais syndrome en tout cas de pas me sentir assez fort pour aller dehors. Donc je vais pas beaucoup dehors, donc en fait j'ai jamais fait plus que 7C+, 8A dehors, quoi, à Fontainebleau. Et, et sur la board, du coup, mes perfs, bah, j'ai fait un 8B récemment, que j'ai ouvert, un 8B à doigts qui est vraiment exigeant, qui s'appelle Passing Away Alone, si vous voulez essayer. 8B à 50. Une autre perf qu'on peut mesurer un peu avec les blocs les plus répétés de la Kilter, là j'ai Flash Fuck Them Shoulders, mais qui voilà, pour moi, c'est côté 8A, mais pour moi, c'est pas du tout 8A. 8A+, pardon, c'est côté 8A+, mais pour moi, c'est pas du tout 8A+. Ouais, ouais, Donc bah voilà, et c'est, puis il y a un gars qui avait mis un commentaire, un truc comme, je crois que c'est V12 moins le nombre de plus que t'as dans ton ape index ou un truc comme ça, et j'avais vraiment aimé le commentaire de, ouais. ouais, non, je te Bah, rejoins, j'ai plus 8, donc pour moi, c'est V4. ouais, Et après, ouais, j'ai saigné la board. Du coup, sur la Kilter, j'ai fait. Donc, ça fait 2 ans et quelques que je grimpe sur la Kilter. Et j'ai fait 2500 en bloc, je crois. ah ouais, Donc, 2500 ouais, blocs j'ai bien saigné. différents, Non, pas différent. Bah, en fait, je fais aussi. Je crois oui, que à je suis à différents 1000 angles, et quoi, quelques. enfin, Ouais, je fais différents angles. J'aime bien faire 50, 55, 60, trucs comme ça. ouais, mais genre, en gros, 2500 ascent, enfin, genre là, je suis sur l'appli, du coup, il dit le nombre de sessions, le nombre d'ascent, et après, le nombre de climbs, c'est les blocs différents. Donc, Ouais, ouais, en gros, en 2 ans, 2500 blocs, ouais, ça fait quand même pas mal de volume et pas mal de diversité. Même si, comme tu dis, peut-être tu fais beaucoup de séances de force max où tu bouges pas trop ou quoi, bah au final, dans les ouais, séances de volume, tu fais quand même beaucoup de croix. Donc, ouais. ça compense, entre guillemets, enfin, même s'il y a pas vraiment de statistiques à faire ou quoi, mais c'est intéressant d'avoir tout ça.
Mais ouais, Ouais, du coup, pour conclure globalement sur l'épisode, on a vu un peu, voilà, bah, un peu tout ton parcours, après toute ta philosophie d'entraînement, comment tu structures un peu les séances, etc. Et après des conseils vraiment concrets sur, bah voilà, comment structurer ces séances de board, comment progresser en fait avec cette fameuse surcharge progressive, là où tu disais, voilà, faire des cycles, augmenter l'intensité dans les cycles, etc. Et est-ce que toi, t'as un peu un mot de la fin pour conclure? Je sais que tu voulais peut-être parler un peu aussi des blessures, mais je sais pas, enfin, on est passé un peu ouais, dessus, mais enfin voilà, c'est comme tu veux pour ouais. finir. Ouais, je pense que les blessures, c'est hyper bien pour conclure. Vraiment, la priorité de l'entraînement, c'est de ne pas se blesser. Que vous progressiez ou pas, la priorité, c'est de ne pas se blesser parce que même si vous avez un gros pic de forme et qu'ensuite vous vous blessez derrière, vous allez retourner en arrière pendant des semaines. En fait, on peut plafonner juste à cause des blessures et tout le temps se blesser. Et donc, c'est hyper important de ne pas se blesser. Et donc, ça veut dire faire du volume pour préparer les nouvelles contraintes de force. Quand on est très fort, retourner un peu en arrière pour recréer de la capacité pour renforcer ses tissus. Moi, il y a un truc qui a complètement changé. Comme je disais, mes 4 premières années de grimpe, je me suis fait plus de 15 blessures au doigt. Donc, c'est vraiment beaucoup. Et en fait, là, ça fait, je sais pas, 2 ans que je me suis pas blessé, un truc comme ça. Ou mis à part des petits trucs mineurs, quoi. Et en fait, avec le volume et l'équilibre des séances, donc équilibrer les préhensions dans les séances. Et le troisième facteur qui, qui, qui est vraiment incroyable, c'est la récup active. Et du coup, je fais de la récup active spécifique, quoi. Je fais de la récup active pour mes épaules, la récup active vraiment mes tissus conjonctifs de mes doigts, donc en full arqué, etc. Et ça, je sens vraiment que ça change, ça fait la différence, quoi, quand j'en fais, quand j'en fais pas. Qu'est-ce que tu appellerais de la récup active du coup? Ouais, récup active, du coup, c'est soit. Donc, moi, je fais ça tous les jours. Mes jours de repos, je le fais le matin et le soir. Mes jours de grimpe, je le fais toujours. Du coup, si je grimpe le matin, je vais le faire le soir, entre 6 à 8 heures après ma séance de grimpe. Ou si je grimpe le soir, je vais le faire le matin. Euh, et donc, ce que je fais, c'est beaucoup de mouvements à très très basse intensité. Par exemple, pour les épaules, je vais prendre une bouteille d'eau ou un haltère vide et faire 20 répétitions de rotation, de gestuelles différentes pour récupérer niveau de la coiffe des rotateurs, niveau de mon deltoïde et tout. Et niveau des doigts, ça va être suspension pied au sol pendant 30 secondes en full arqué, repos 1-2 minutes, resuspension 30 secondes pied au sol, etc. Et je vais vraiment cibler les zones que je bosse. Donc, comme sur la clitter, je bosse beaucoup. Moi, je grimpe énormément en full arqué. Donc, je veux vraiment récupérer vite et bien au niveau des tissus de mes doigts. Et la board, beaucoup de contraintes dans les épaules, souvent les épaules fatiguées. Donc, je fais beaucoup ça. Et en fait, dès que je sens que j'ai une zone qui a été fatiguée, ça peut être le bas de mon dos, ça peut être mes biceps, et ben, je vais faire la récup active ciblée pour pas avoir de courbature, tu vois, pour récupérer plus vite, pour Ouais, pas pour mettre un accumuler de peu d'afflux courbatures. sanguin et. Ok. Complètement, ouais. Se soigner par le mouvement, tu vois, très très léger. Il faut pas aller Beaucoup de à la reps. brûlure, beaucoup de reps, et dès que tu atteins le petit moment où ça brûle très légèrement, t'arrêtes, enfin, c'est la fin de la série, quoi. Et ça, c'est vraiment un game changer niveau santé des tissus, quoi. Ça te prend combien de temps à peu près de faire cette petite routine environ? Ouais, je fais assez complet et puis je suis assez libre au niveau de mon emploi du temps, donc je fais 30 minutes le matin, 30 minutes le soir, tu vois, une trentaine de minutes. Mais ça peut durer 10 minutes, quoi. Hmm. Ouais, Faut non, mais vraiment c'est. stimuler les tissus, quoi. Non, c'est intéressant. Nous, c'est ce qu'on peut faire aussi avec la routine mobilité ou des trucs comme ça. Donc, ouais, non, je te Ouais, rejoins là-dessus. Après, récup active en tant que telle, comme tu dis, il faut avoir le temps, il faut avoir le matériel, etc. C'est pas forcément adapté à tout le monde, pas forcément à tous les niveaux aussi. Mais ça peut être hyper intéressant, ouais, pour plein de raisons. Et comme tu dis, comme tu grimpes par exemple un jour sur deux, bah, si tu fais de la récup active le jour où tu grimpes pas, c'est cool aussi. Après, si tu grimpes par exemple, je sais pas, un jour force, un jour volume où t'enchaînes et après t'as un jour de repos, bah, le jour de volume, tu te réchauffes quand même, etc. Donc limite ton échauffement et ta séance, c'est un début de récup active, on va dire. Donc ouais, ouais, ça dépend vraiment des cas et tout, mais c'est hyper intéressant comme petites idées. Et c'est vraiment essentiel. Et vraiment, on apprend à découvrir son corps, donc c'est normal de se blesser, on apprend ses limites, etc. Mais il faut être hyper. Déjà, quand vous avez la moindre douleur, c'est un truc à gérer. Je veux dire, il faut pas ignorer la douleur, ça disparaîtra pas. Il faut essayer de comprendre d'où elle vient, pourquoi elle est là, et de la traiter directement. Ça ne veut pas forcément dire arrêter de grimper, hein. Des fois, on a mal à une poulie, en fait, on peut faire du 8B dans des pinces.
sans que ça fasse mal à la poulie. Faut vraiment trouver comprendre sa blessure, être attentif aux douleurs, ne pas accumuler de courbatures aussi. Ça, c'est assez. La courbature, c'est un peu un signe de fatigue d'un tissu, quoi. Et donc, si vous accumulez de séance en séance les courbatures, franchement, l'inflammation, elle vient. Il y a de grandes chances qu'elle vienne, quoi. Ouais. Surtout qu'en général, si votre muscle est fatigué, les tendons le sont aussi, mais vous le sentez pas. Donc ça, c'est un truc important de fou. Ouais, d'où le fait de bien planifier ses séances, d'avoir une approche un peu raisonnée, de bien gérer volume, intensité, etc. Ouais. Mais en vrai, ça conclut vraiment bien l'épisode, je pense. Écoute, moi je vais faire la petite outro comme d'habitude. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, etc. Une petite review de 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify. Si vous avez des questions à poser à Vadim ou quoi, je mettrai tous les liens dans la description. Aussi peut-être les liens des blogs de Kiltar que tu as cités, ce genre de trucs. Ça peut être hyper intéressant d'aller voir ça. Et puis comme d'habitude, moi je vous retrouve très prochainement pour les prochaines interviews. Je pense que celle-là on la postera en 2 parties parce qu'en vrai je viens de voir l'heure, là il est quasiment 16h30, ça va faire un peu long je pense pour un épisode, mais c'est cool, en vrai il y a eu plein de trucs hyper intéressants et je vous dis à la prochaine pour un prochain podcast. Ciao ciao. Salut.